Eh bien, bonjour à tous et je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la Digital Week Algam Entreprise. Alors, avant de démarrer, je voulais faire un petit salut aux hommes de l'ombre, la technique qui opère, qui a beaucoup œuvré pour vous préparer ces 3 jours d'émission, à savoir Clément et Florian, secondés de main de maître par Romain pour toute l'infrastructure technique. Alors, merci à vous, messieurs. Super boulot. Voilà. Et puis, je voulais faire une petite dédicace personnelle aussi. Il se trouve que notre ami Florian va nous quitter et va s'envoler vers de nouveaux horizons. Alors, voilà, au nom de toute l'équipe, je voulais te remercier pour ton professionnalisme et puis ta gentillesse. Voilà. Et comme on dit dans la marine, nous te souhaitons bon vent pour tes projets futurs. Voilà, je referme la parenthèse. Et maintenant, le moment est venu de vous présenter mon invité. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Delory de Shure France. Salut Thomas. Bonjour Ludovic, bonjour à tous. Alors Thomas, dis-moi, parce que tout le monde, les gens qui nous regardent ne te connaissent pas forcément, alors est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots, quel est ton rôle au sein de Shure France? Très rapidement, je suis Channel Manager chez Shure France. Ça veut dire quoi, Channel Manager? Eh ben, j'ai en charge le suivi et le support des marchés de l'audio pro, donc le live, le théâtre, le cinéma ou encore le broadcast. Et puis évidemment le support et le suivi de mon distributeur favori, Algam Entreprise. Ah, ça c'est vrai que on travaille bien ensemble, on collabore bien et c'est quand même bien agréable de pouvoir avancer sur les différents projets ensemble. Absolument. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui, dis-moi? Alors, dans la continuité de la précédente vidéo sur les antennes... oui, qu'on avait fait l'année dernière, la première Digital Week, effectivement. Que vous pouvez retrouver sur le site d'Algam, je crois. Oui, sur notre chaîne YouTube, vous pouvez la regarder en replay, tout à fait. On va là, aujourd'hui, aller faire l'étape suivante, c'est-à-dire le bilan de liaison. C'est bien ça? Ah oui. Voilà, donc bilan de liaison... savoir à peu près... comment optimiser le système HF. Et sécuriser le système HF. Ouais. Voilà, exactement. Alors, on ne va pas faire un bilan de liaison radio, là je parle pour les puristes et les experts, c'est-à-dire faire tous les calculs entre un émetteur fixe et un récepteur fixe, comme on pourrait faire chez TDF, pour une liaison point à point. Là, on va regarder le bilan de liaison partiel pour pouvoir optimiser votre système de micro HF ou votre système de ear monitor. Donc, vraiment ce qui se passe entre l'émetteur et votre antenne, ou entre les antennes et vos récepteurs. Alors pour ça, on vous a préparé un petit menu. Alors, qu'est-ce que nous avons au menu, mon cher Thomas? D'abord, on va faire un petit retour sur quelques principes généraux. Bah oui, histoire de dire ce que c'est, ce que ça signifie, le bilan de liaison. On va voir un peu ce qui rappelle sur les puissances et décibels. J'ai peur que ça pique un peu. Un point très important, les câbles coaxiaux. Oui. Ça, c'est fondamental c'est notre tuyau. Dans la liaison HF. Et puis, on fera quelques petits exemples sur la HF et les ear monitors. Bah voilà, du pratique, du concret, parce que, bon, comme on va se faire fumer un petit peu la tête, je pense qu'ils vont avoir besoin d'avoir des exemples pratiques pour bien figer les idées. Alors, eh bien, on va attaquer directement sur les principes généraux. Alors, vous voyez qu'Einstein n'est pas loin, donc je pense qu'on va souffrir un petit peu. On va voir. On va essayer de regarder tout ça. Alors, bien sûr, les principes généraux, c'est finalement on va voir l'utilité du bilan de liaison et surtout à quoi ça sert. En quoi ça consiste? Le bilan de liaison, c'est tout simplement tenir compte des gains et des pertes des différents éléments qui constituent votre système HF. Donc, dans ces éléments, on va retrouver bien sûr les antennes, les câbles, les splitters, les combineurs, passifs ou actifs, les jonctions qu'il peut y avoir entre les différents éléments. Voilà, tous ces éléments qui constituent votre système et qui fait le lien entre antenne et récepteur ou antenne et émetteur, eh bien, on va devoir en tenir compte dans notre bilan de liaison afin d'optimiser notre système. Ça va nous permettre de définir, bien entendu, le type de câble coaxial que l'on va utiliser pour la longueur dont on a besoin, et à la fréquence moyenne du système. Donc, par exemple, on va regarder quelles sont les performances du câble à la fréquence de 550 MHz, par exemple, si c'est à peu près le point milieu des systèmes HF que l'on va utiliser.
À partir de là, on va pouvoir choisir son type de câble, donc, en fonction des antennes que l'on aura sélectionnées au préalable. Donc, je vous renvoie sur la vidéo de l'année dernière sur les antennes, comment on choisit entre une antenne omni, directive, les différents types d'antennes directives, ou passives ou actives, et donc avec les différents réglages de gain possibles. Tout ceci va nous permettre, pour les systèmes de réception micro, de nous faciliter dans le réglage des amplificateurs d'antenne, que ce soit les amplis d'antenne ou les antennes directives amplifiées. On a un sélecteur à plusieurs positions en général, et évidemment que pour pouvoir sélectionner telle valeur ou telle autre, il faut avoir procédé à un calcul, sinon on fait ça au pif, comme souvent. Si, j'en vois là-bas au fond qui faisait ça au pif. Ça arrive souvent. Ouais. Enfin, plus souvent qu'on non, mais il se cache, là, je le vois bien, il se cache, mais lui aussi. Et puis, en ce qui concerne les air monitors, par exemple, c'est de connaître la puissance rayonnée de notre système. Parce que là encore, évidemment, si on utilise des air monitors dans un cabaret ou au Stade de France, on ne va pas forcément avoir besoin de la même puissance rayonnée. Donc, si on ne l'a pas calculé, on ne sait pas. Là encore, on est un peu au pif et on découvre est-ce qu'il y en a assez ou éventuellement est-ce qu'il y en a de trop. Et puis dernier point, ça va nous permettre aussi de limiter l'intermodulation dans les récepteurs. Alors je ne vais pas rappeler ce que c'est l'intermodulation, mais globalement, si vous émettez trop d'énergie, votre récepteur, lui, a un plafond maximum au-delà duquel il va commencer à saturer, et quand un récepteur sature, il dysfonctionne. Ça peut générer des micro-coupures, des drops, des décrochages, des parasites, des tas de choses qui font que le système ne fonctionne plus. Donc tout ça, grâce à tout ça, on va pouvoir optimiser notre système et tenir compte de tous ces éléments pour notre bilan de liaison. Et ce bilan de liaison, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement quand on déploie un système HF ? Alors bien sûr que non. Ce n'est pas absolument nécessaire de le faire systématiquement. On a besoin de procéder à un bilan de liaison uniquement dans le cas où on a besoin de déporter les antennes. Et je vous rappelle qu'on ne déporte les antennes que lorsque notre système de rack de réception micro, par exemple, ne peut pas être positionné de manière favorable, c'est-à-dire à vue, sans obstacle par rapport aux émetteurs. Et donc, dans ce cas-là, on est obligé de déporter les antennes en utilisant des câbles coaxiaux. Et là, il est important de procéder au bilan de liaison. De la même manière, avec un système de air monitor, si je ne peux pas émettre directement vers la scène, par exemple, sans qu'il y ait d'obstacle, parce que le rack n'est pas positionné de manière favorable, et bien là encore, on va être obligé de déporter les antennes et donc de faire un petit bilan de liaison. Donc c'est pas anodin. C'est pas anodin et c'est important pour optimiser son système et faire en sorte qu'on parte dans les meilleures conditions possibles, puisque en HF, comme dans beaucoup de domaines, c'est dans le détail qu'on a les meilleurs résultats. Et en cas de problème, si on a procédé à ce bilan de liaison au préalable, eh bien on sait qu'on n'a pas besoin d'aller regarder de ce côté-là. On va pouvoir aller traiter d'autres problématiques qui pourraient venir interférer avec notre système HF. Très bien. Alors, on va attaquer un sujet... Ah bah oui, voilà. On est puissance décibels, là, tout de suite, c'est vrai que ça pique un peu, ça fait dresser les cheveux sur la tête et faire grossir les yeux. Alors, on va parler de dBm, on va parler de milliwatts, mais c'est malheureusement un passage obligé. Donc, on va aller traiter ça, et puis je pense que ça va bien se passer, comme dirait une certaine personne que l'on connaît. Alors... D'abord, on va parler de la notion de puissance, parce que puissance, il en existe plusieurs types quand on parle de HF. La première notion qu'on peut évoquer, c'est la puissance de sortie ou la puissance d'émission. Alors, c'est ce qu'on trouve la plupart du temps dans les documentations constructeurs, et ça correspond à la puissance délivrée par l'émetteur à l'antenne. D'accord ? Cette puissance est souvent... donnée dans les documentations en milliwatts, voire dans certains cas, c'est moins courant, en dBm. Le dBm, c'est une unité qui est plutôt utilisée par un électronicien. Donc,
en général, dans les documentations, on trouve ça en milliwatts. On prend la documentation de n'importe quel émetteur, un AD1 par exemple, on voit bien 10 milliwatts, 30 milliwatts. Voilà, on va voir les puissances que l'émetteur est capable de délivrer à l'antenne. Et puis il y a une autre notion de puissance qui s'appelle la puissance apparente rayonnée. Alors là, on parle bien de la puissance effective et rayonnée par l'antenne. Cette puissance, évidemment, elle va correspondre à la puissance de sortie de l'émetteur plus le gain de l'antenne. Okay. Lorsqu'on utilise une antenne à gain. Mais ça peut être aussi la puissance de sortie multipliée par le rendement de l'antenne. Les antennes, comme je vous l'avais dit l'année dernière, elles ont toutes des pertes liées à la résistivité de l'antenne, à différents éléments qui font que, évidemment, elle ne restitue pas la puissance qu'on lui a appliquée, donc il y a des pertes, donc un rendement qui va être plus ou moins variable, et on va avoir en puissance rayonnée le produit du rendement par la puissance de sortie. Alors c'est vrai que le rendement d'une antenne est une information qui est rarement communiquée par les fabricants, c'est assez rare, et d'ailleurs le gain est rarement fourni, sauf pour les antennes directives, mais pour les antennes omnidirectionnelles, c'est une information qu'on n'a en général pas. Mais je vous l'avais communiqué l'année dernière sur les deux types les plus courantes d'antennes omni, à savoir quart d'onde ou demi-onde. Donc voilà, la puissance apparente rayonnée, ça va être l'une ou l'autre. Donc en général, nous, on va plutôt utiliser, bien sûr, on va travailler avec la puissance de sortie de l'émetteur et on va y ajouter le gain de l'antenne. Donc cette puissance apparente rayonnée dans les documentations, vous la verrez sous l'acronyme PAR ou ERP, Effective Radiated Power en anglais. Désolé pour mon accent pitoyable, mais je suis français, donc voilà, j'entretiens un mauvais accent anglais. Mais c'est pas grave, hein. Non, j'ai compris. Ah bon voilà, ça va, je suis bien, parce que chez Joe, il parle bien. Hein. Alors... Et puis, petit rappel quand même là-dessus, sur cette fameuse puissance apparente rayonnée, puisque en France, le législateur nous dit que la puissance maximum que l'on peut utiliser, c'est 50 milliwatts de puissance apparente rayonnée. Donc, quand vous avez des systèmes qui sont capables de monter à 100 milliwatts, comme par exemple un PSM 900 ou un PSM 1000, un Air Monitor, eh bien, quand on met 100 milliwatts, si on utilise l'antenne d'origine, on ne va pas rayonner 100 milliwatts. On sera plutôt sur des valeurs de 40-45 milliwatts de puissance rayonnée. Voilà. Parfait. Donc, pas d'inquiétude. Et donc, on l'illustre par ce petit schéma. Donc, on va retrouver ici, à la sortie de notre émetteur PSM 900, la puissance de sortie, comme son nom l'indique, ou puissance d'émission. Et puis, la puissance apparente rayonnée, c'est ce qui va être rayonné par l'antenne à travers son câble, etc. Donc l'énergie va partir de l'émetteur, va transiter par le câble coaxial, arriver jusqu'à l'antenne, et là on va retrouver notre puissance apparente rayonnée. Donc voilà, alors ça peut paraître bizarre de parler de ça, mais vous allez voir que par la suite, cette notion de puissance, on va bien sûr être amené à s'en servir pour notre bilan de liaison, évidemment. Sinon on ne se serait pas embêté à faire des diapos pour ça, hein. Alors maintenant, on va rappeler un petit peu, quelques petits rappels sur les décibels. On va monter d'un petit cran. Hein. On vous accrochez un peu. Là. Voilà, mettez votre ceinture, rabattez votre tablette et écrasez votre cigarette. C'est maintenant qu'il faut s'accrocher, surtout en période de digestion. Je bois un petit, à votre santé, merci. Alors, petit rappel sur les décibels. Alors la première chose, c'est que les décibels ont ceci de pratique, c'est qu'ils permettent de transformer un produit en somme. Et c'est vrai qu'au niveau calcul mental, c'est plus facile de faire des additions et des soustractions que de commencer à rentrer dans des multiplications, voire des divisions. Donc ça, le décibel, c'est bien pratique pour ça. Autre intérêt du décibel, c'est que, une caractéristique plutôt, pour être plus exact, du décibel, c'est qu'il nous définit le rapport de deux grandeurs. En général, de deux grandeurs identiques, évidemment, puisqu'on ne compare pas des éléments de différentes natures. Et en général, donc, cette comparaison se fait par rapport à une référence. Donc ça, on va le voir un petit peu juste après.
Il ne possède pas d'unité, puisque si on compare des secondes, on divise des secondes par des secondes, il n'y a plus d'unité. Si on compare des tensions, par exemple, des volts divisés par des volts, il n'y a plus d'unité. Donc ça, c'est bien le principe même du décibel. Une caractéristique, bien entendu, intéressante que vous connaissez tous sur le décibel, c'est le fait de pouvoir comprimer les échelles grâce à sa courbe logarithmique, puisque les décibels font appel au logarithme. Et donc, ce qui permet, par exemple, sur un graphe, d'afficher la réponse en fréquence audio de 20 Hz à 20 000 Hz, donc avec des rapports de grandeur très, très importants. Grâce à la compression logarithmique de l'échelle, on va pouvoir afficher avec suffisamment de résolution à la fois des fréquences très basses et à la fois des fréquences hautes. Mais là-dessus, je ne vous apprends rien, bien entendu. Alors, comment, dans notre milieu, dans la HF, comment on va exprimer le rapport qu'il peut y avoir entre nos puissances en milliwatts et puis les décibels? Qu'est-ce que viennent faire les décibels là-dedans? Eh bien, je vous rappelle une petite chose, c'est que, en ce qui concerne les puissances, le rapport de puissance possède la formule suivante, 10 fois log 10, donc un log base 10, ne pas confondre avec le log népérien, là je parle pour les spécialistes, qui d'ailleurs sur les calculettes ne sont pas repérés log c'est base 10, et en général sur les calculettes c'est repéré ln. Donc c'est le log 10 de la puissance que l'on veut calculer, convertir en dB, sur notre puissance de référence. Et le résultat va nous donner, en ce qui nous concerne dans notre domaine de la HF, la puissance en dBm, petit m. Alors, évidemment que lorsqu'on parle de décibels, ce qui est écrit après le dB, ça fait appel à la référence. Et en l'occurrence, ici, le petit m fait référence au milliwatt, puisque nous, on travaille majoritairement sur des petites puissances en milliwatts, puisqu'on sait que le maximum, c'est 50. Ce qui veut dire que lorsqu'on rentre cette valeur de 1 milliwatt dans notre petite formule, eh bien, ça nous donne ceci comme référence de base. 0 dBm, c'est égal à 1 milliwatt. Absolument. Puisque le milliwatt devient notre référence dans ce calcul-là. Je t'ai vu. Alors, pour une référence d'un watt, parce qu'on pourrait travailler en watts par exemple, si on travaillait pour des transmissions de plus forte puissance, eh bien on pourrait travailler avec 0 dB grand W, et à ce moment-là, le 0 dB grand W correspondrait à une référence de 1 watt. Donc vous voyez qu'avec les décibels, on peut jongler comme ça, on définit notre référence, tout le monde connaît la différence entre les dBU et les dBV, par exemple. Le dBU où la référence c'est 0,775 volts et les dBV où la référence c'est 1 volt. Donc vous voyez que avec les décibels, on peut jongler comme ça de manière assez simple. Alors bon, on va prendre un petit exemple pratique. Peut-être illustrer un peu. Ouais, on va prendre un petit exemple pratique. Allez. Bon, alors donc je vous ai remis la petite formule, 10 fois log base 10 de la puissance que l'on veut convertir sur notre puissance de référence, en l'occurrence 1 milliwatt. Donc par exemple, si je veux calculer, savoir combien 50 milliwatts font en dBm. Donc je vais rentrer mon 50 dans ma petite formule. Donc je cherche ma puissance en dBm. Donc c'est 10 log de 50 divisé par 1, puisque c'est 1 milliwatt. Donc log de 50, ça nous donne 1,7. Et donc, le résultat, c'est 17 dBm. Donc, en fait, grâce à cette petite équation toute simple, eh bien, on va pouvoir calculer facilement, passer des milliwatts, qu'on retrouve dans les documentations, en dBm. Alors, on va se dire, bon, à quoi ça sert tout ça? On va voir qu'après, ça va peut-être nous servir à un moment donné. Et inversement, je peux réinverser la chose. C'est-à-dire que cette équation, si je la mets à l'envers, eh bien, si je veux passer cette fois des milliwatts en dBm, enfin le contraire, des dBm en milliwatts, pardon, merci Thomas, eh bien on va utiliser l'équation inverse, c'est-à-dire la puissance de référence multipliée par 10 exposant la puissance en dBm divisé par 10. Donc ce qui va nous donner notre puissance de référence, on a 1 milliwatt,
multiplié par 10, on avait 17 dBm, on veut les reconvertir en milliwatts. Donc 17 divisé par 10, donc c'est 10 puissance 1,7. Et puis si on sort la calculette, ça nous donne 50 milliwatts. Ouais. Donc vous voyez, on a l'équation dans un sens pour passer des milliwatts au dBm. Et puis si vous voulez passer des dBm en milliwatts, eh bien, vous utilisez l'équation inverse. Donc c'est quand même pas compliqué. Donc ça veut dire quand même que quand on veut déployer un système HF, il faut sortir une calculette scientifique, quoi. Et en plus, une échelle logarithmique. T'as pas un truc plus simple pour nous aider au quotidien? En tout cas, ça allait pas, ça? Si, moi je pense qu'on comprend tous, mais c'est un peu lourd quand même. Il a raison, Thomas. C'est plus simple. Tout ça, c'est bien compliqué. Et on va quand même pas se trimballer avec une calculette en pleine presta, alors que c'est un peu speed, il faut aller vite et tout ça. Non, vous allez voir, j'ai les petits trucs à vous filer. Et vous allez voir qu'on peut faire la même chose, mais beaucoup plus simplement. D'accord? Alors, je vais vous montrer, et vous allez voir que vous avez juste un tout petit tableau tout simple à retenir dans votre tête. Voilà, ça c'est la façon rapide et qui vous permet de faire un petit calcul de tête très simplement. Eh bien, en fait, je vous ai mis dans ce petit tableau. Alors, c'est un tableau à 2 entrées, c'est-à-dire que vous pouvez le lire de gauche vers la droite, ou bien de la droite vers la gauche. Donc, à gauche, on va retrouver les milliwatts sur lesquels on veut appliquer une opération. Et puis à droite, je vais avoir les dBm sur lesquels je veux appliquer une opération équivalente. Donc je vous le fais le décodage. Je vous ai remis la référence 0 dBm, 1 milliwatt. Donc si je veux multiplier les milliwatts par 2, j'ai juste à faire plus 3 en dBm. Okay. Je vous ai dit, les dB, ça permet de convertir des produits en somme. C'est quand même plus facile de faire plus 3. Si je veux multiplier par 4, je fais plus 6. Et inversement, si on veut récupérer plus 3 dB ou plus 6 dB... Et inversement, si je veux plus 6 dB, je sais que ça correspond à 4 fois la puissance. C'est ça. Donc le double de la puissance, c'est 3 dB. Et 4 fois la puissance, c'est 6 dB. 10 fois la puissance, c'est 10. Et puis pareil, si je veux diviser par 2, j'enlève 3 dB. Si je veux diviser par 4, j'enlève 6 dB. Et si je veux diviser par 10, j'enlève 10 dB. Et vous allez voir qu'avec ces 6 valeurs, en fait, je retiens 3 et puis j'ai juste à changer le signe pour les 3 autres. Donc, x2 plus 3, x4 plus 6, x10 plus 10. J'ai juste à retenir ça. Et je sais que je peux mettre le moins et le diviser en même temps. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire quasiment tous les calculs. Ou des arrondis approximatifs. Je pourrais vous mettre plus x3. x3, par approximation, c'est presque plus 5. x3, c'est plus 5. Bon. Je ne l'ai pas mis dans le tableau, c'est un arrondi, un petit peu arrondi, mais on pourrait presque faire aussi x3 plus 5. Alors voyons ça avec quelques petits exemples pour bien fixer les idées. Alors, premier exemple, 1 milliwatt 0 dBm, c'est mon point de départ, c'est ma référence. Si je multiplie 1 milliwatt par 10, ça me donne 10 milliwatts. Et comme je sais que quand je multiplie par 10 dans mon tableau, il suffit que je rajoute 10, 0 plus 10, ça fait 10 dBm. Donc je sais que 10 milliwatts, c'est 10 dBm. D'accord. C'est effectivement beaucoup plus simple. C'est plus facile. Si je veux multiplier par 10, je veux passer de 10 à 100 milliwatts. Je fais x 10. Et évidemment, en dB, je rajoute 10. Donc je sais que là, pour 100 milliwatts, c'est 20 dBm. Un gain de 20 dBm. On est à 20. D'accord. Ça, c'est la correspondance. Maintenant, on va un petit peu corser le truc. On va multiplier par 4. Bon, allez, 100 milliwatts multiplié par 4, 400 milliwatts. Fois 4, je sais que c'est plus 6. Ouais. J'avais 20 plus 6, 26 dBm. 400 milliwatts, c'est 26 dBm. C'est facile. Et puis ça, de tête, 20 plus 6, 26, quoi. C'est facile. En fait, le plus simple, c'est d'avoir le tableau à portée de main en permanence. Dans sa tête. x2, x4, x10, plus 3, plus 6, plus 10. Ça, c'est... Tout le monde peut retenir ça. Je préfère ça, la formule... Parce que sinon, il faut vraiment la calculette. 10 fois log de machin, on n'a pas fini. Alors, si on fait dans l'autre sens, si on veut faire l'opération inverse, donc cette fois, j'ai mis les dBm et en dessous les milliwatts correspondantes. Donc là, je veux enlever, j'enlève 3 à 20. Ça me fait 17. Et je sais que quand je fais moins 3, c'est comme si je divisais par 2.
Donc, je divise par 200, bah, ça me fait 50 milliwatts. Ok, très bien. Je pense qu'on va comprendre tout le sens de ces calculs. On va voir que ça va quand même nous servir de pouvoir jongler avec ces valeurs-là, puisque d'un côté, on a des données constructeurs en milliwatts, et vous allez voir qu'on va devoir jongler un peu avec des dB. Donc, parfois, ça peut être un peu embêtant. Donc, si j'enlève à nouveau 3 à mes 17 dBm, bah, ça me donne 14, et ben, je redivise par 2, et là, j'obtiens la valeur de 25 milliwatts. Et on pourrait faire la gymnastique inverse. Si je voulais faire x3, 3 fois 25 milliwatts, je sais que c'est plus 5. Donc ça nous donnerait presque 19 dBm. Okay. Donc vous voyez, on peut aller, si on n'a pas toutes les valeurs, on peut passer de l'une à l'autre, redescendre, remonter, en faisant plus, moins, et arriver à retomber sur nos pieds. On passe à la suite ? Ouais. Bon, bah, j'espère que là, n'hésitez pas à poser des questions en direct. Hein. Il y a les petits gars là les petits gars de l'ombre, ils sont là, ils sont prêts à nous arrêter s'il y avait une petite question. Bon, vous allez voir que tout ça, on va le mettre en pratique un petit peu après dans les exemples qui vont venir. Mais avant, on a un sujet important. On a le sujet important. Le tuyau qui permet de relier tout ça. Les câbles coaxiaux, c'est quand même vraiment fondamental dans le déploiement des systèmes HF. Bah oui. Et puis, évidemment, à partir du moment où on a fait un bilan de liaison, c'est parce qu'on déporte les antennes. On les déporte avec des câbles coaxiaux. Donc, évidemment, ça va être le sujet auquel il va falloir prêter attention. Ce qui n'est pas forcément le cas, souvent, chez les prestataires, dans les intégrations. Pas toujours. Câble coaxial pour certains, oui. Mais parfois, on passe un petit peu vite à côté. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de remettre un petit peu tout ça, l'église au milieu du village, et puis vous donner quelques petits points de repère aussi pour vous faciliter la vie. Parce que ce qu'il faut, c'est se donner des petits moyens mnémotechniques, des petits trucs et astuces faciles, qui soient faciles à retenir, à mémoriser. Le but n'étant pas de mémoriser l'encyclopédia universalis, mais d'avoir quelques valeurs en tête et qui permettent rapidement de se faire un ordre d'idée. Vous allez voir qu'on peut faire quelque chose de très précis, mais si on a l'ordre de grandeur assez approchant, c'est déjà une très bonne étape qui va nous permettre quand même de bien stabiliser notre système. Stabiliser, sécuriser, oui. Exactement. Alors, petit rappel sur les câbles coaxiaux. Je vous rappelle que dans la transmission RF, on utilise des câbles de 50 ohms. Alors, je rappelle que le câble ne fait 50 ohms qu'à certaines fréquences. Évidemment, selon la fréquence, le câble ne fera pas évidemment exactement 50 ohms. Ce qui veut dire que ça engendre évidemment des pertes. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails d'ondes stationnaires, etc. Ça dépasserait le cadre de ce que l'on veut aborder aujourd'hui. Donc on va simplement rester sur cette base-là, que tous les câbles coaxiaux que l'on utilise pour la transmission RF font 50 ohms. Le 75 ohms, je vous rappelle, c'est pour la vidéo, c'est pour brancher l'antenne télé sur notre télé à la maison uniquement. Les pertes qui vont être générées dans notre câble, évidemment, vont être, et les connecteurs, vont être qualifiés en dB. Hein, là, on ne précise pas si c'est un petit m, c'est des dB, c'est des puissances RF, donc c'est aussi des dB. Alors bien sûr, souvent on me pose la question, mais combien on perd dans un connecteur BNC? Alors, histoire de démystifier, on perd un dB? Non, on ne perd pas un dB. Dans un connecteur BNC, en général, la perte d'un connecteur neuf, c'est 0,1, 0,2 dB maximum. Donc c'est vrai que dans les calculs qu'on peut être amené à faire, là on va un peu le négliger. On va simplifier un petit peu aujourd'hui, mais voilà, c'est des valeurs très faibles. Je ne dis pas qu'avec un câble vieillissant, un connecteur qui a beaucoup subi d'agression, évidemment que sa perte peut augmenter fortement, voire si la petite pinouille s'est un petit peu enfoncée avec le temps parce qu'elle s'est dessertie, évidemment que là, vous allez perdre beaucoup plus. Mais sur un connecteur BNC neuf, on est de l'ordre de 0,1 dB en termes de perte. Donc c'est, on va dire, quasiment négligeable. À notre niveau, on peut dire que c'est négligeable. Alors, les pertes sont linéaires avec la longueur. Si vous regardez, on va voir ça juste après dans un tableau, si on regarde les pertes qui sont spécifiées dans les documentations constructeurs, fabricants de câbles coaxiaux, eh bien, la perte est linéaire avec la fréquence. Ah, il y a une petite main qui se soulève. Je pense qu'il y a sûrement une petite question.
C'est bien ça? Yes, une question. Juste. Alors, c'est un connecteur ou une connexion qui a une perte de 0,1? C'est le connecteur. Petit embout Simplement le sur le connecteur. câble. Le connecteur qu'on vient souder au bout de notre câble coaxial. Le connecteur en lui-même va avoir une perte de 0,1 dB, voire moins dans certains cas. Là encore, vous pouvez vous référer aux documentations constructeurs. Vous allez sur Radiosphere, vous regardez dans la datasheet d'un connecteur de chez Amphenol, par exemple. Il y a plein de fabricants qui fabriquent de la BNC, de la prise N, etc. On est sur ce genre de valeur 0,1 dB. D'autres questions, je pense. Donc, une connexion a une perte de 0,2. On pourrait dire ça. On pourrait dire que les connecteurs, les deux connecteurs terminant le câble coaxial représenteraient 0,2 dB supplémentaires par rapport à la perte du câble. Mais vous allez voir que par rapport à la perte que l'on a par le câble en lui-même, c'est vraiment négligeable. Oui, c'est négligeable. Alors, il faut aussi savoir, c'est que plus la fréquence augmente, plus les pertes augmentent dans les câbles coaxiaux. Et ça, c'est lié à l'effet capacitif du câble. Tous les câbles coaxiaux, puisque ce sont deux conducteurs qui sont parallèles, on voit en photo un câble de type RG58, on va dire le câble le plus simple possible, et un câble de type RG213, qui sont deux grands classiques dans les câbles coaxiaux. L'un vraiment très basique et l'autre, on va dire, qui serait le premier câble faible perte, qui n'est pas le plus faible perte, on va le voir. Mais voilà, et on voit qu'il y a une différence de diamètre assez importante entre les deux. Et donc, ces câbles-là, le fait d'avoir deux conducteurs parallèles, vous avez un effet capacitif sur le câble. Et cet effet est de plus en plus important, plus on monte en fréquence. C'est-à-dire plus il y a de fuite entre l'âme centrale et la masse du câble. De la même manière, plus le diamètre du câble va être important, plus les pertes vont diminuer. Alors là, pourquoi? Parce que le fait d'écarter et d'avoir des isolants plus performants de plus gros diamètre et d'écarter la masse du point chaud, du câble coaxial, permet de diminuer cet effet capacitif et donc les pertes linéaires diminuent. Donc en général, plus le câble est performant, plus son diamètre est important. En général. Modulo des technologies particulières de certains fabricants. Et alors, chose importante à bien retenir, c'est qu'on essaye de tolérer une perte maximum de plus ou moins 5 dB. Alors, plus ou moins 5 dB, ce n'est pas la perte dans le câble, ça va être le résultat de notre calcul de bilan de liaison. On va y revenir juste après, donc rappelez-vous cette valeur de plus ou moins 5 dB. On va le rappeler. Et puis, évidemment que dans notre bilan de liaison, connaître les câbles coaxiaux que l'on va utiliser, ça va être essentiel pour faire des calculs les plus justes possibles et être le plus dans la vérité. Alors, prenons justement pour bien fixer les idées, je vous ai mis dans un petit tableau une petite synthèse de différents types de câbles que j'ai pris chez différents fabricants. Alors, il y en a chez Belden, il y en a chez Microwave, il y en a chez SSB, GmbH, là, un fabricant allemand. Bref, vous voyez, je vous ai regroupé différents types de câbles, du RG58, on va dire, de base, avec le super RG58 qu'on qualifie de RG8X. Donc là, il y a un petit mélange de type et puis de modèle. Le fameux RG213, donc le premier câble faible perte. RG8 qui est la gamme au-dessus. Et puis là, vous avez 4 modèles de deux fabricants, Ecoflex 10 et 15, LMR 240 et 400, que l'on pourrait ranger dans la catégorie des RG8. Alors déjà, si on regarde de gauche à droite, grosse différence, on voit bien que plus on monte en fréquence, plus le câble a de la perte. On voit bien qu'entre 500 et 700 mégas, un RG58, sur simplement 200 mégas de bande de fréquence de différence, eh bien, on a pratiquement 12 dB de plus de perte sur 100 mètres, puisque là, ce sont des valeurs qui sont données sur 100 mètres. Donc, les constructeurs, si vous le donnent sur 100, en général, vous l'avez sur 100 feet et sur 100 mètres. Donc, un câble comme celui-là, il n'est pas recommandé sur des grandes longueurs. Donc, évidemment qu'un câble de type RG58, on va le réserver pour des plus petites longueurs,
pour 2 raisons. D'abord, il a une perte importante, donc ce qui voudrait dire qu'il faudrait mettre une grosse amplification. Qui dit amplification dit bruit de fond, donc il est toujours préférable d'utiliser un câble plus performant et d'appliquer moins d'amplification. Et puis, en plus, évidemment, il n'a pas un effet blindant très important, puisque sa structure interne, c'est un câble assez fin. Et par rapport au rayonnement parasite que l'on peut avoir, puisqu'aujourd'hui, on fait cohabiter du câble HF avec du réseau, etc., ce qui n'est pas bien. Mais on peut être amené à avoir parfois en parallèle du câble informatique et du câble HF. Et moins le câble sera protégé, plus on risque d'avoir du signal digital dans nos câbles coaxiaux et qui peut être amené à, bien entendu, perturber notre système HF. Donc, dès qu'on va rentrer dans des longueurs plus importantes, à partir d'une 20 à 30 mètres, on va commencer à privilégier des câbles au minimum du RG213, voire plus important si on est amené à avoir des longueurs supérieures, 40, 50, voire jusqu'à plus de 100 mètres éventuellement. Et si, donc, vous voyez que donc, en fréquence, on voit bien une augmentation de la perte. Et si on zoome maintenant sur une des fréquences entre les différents types modèles de câbles, on voit bien qu'on part d'un câble qui, sur 100 mètres, va avoir une perte d'environ pas loin de 50 dB. Et le plus performant qu'on retrouve ici, l'Ecoflex 15, qui est assez gros diamètre, et qui est réservé vraiment aux très grandes longueurs, 50 mètres et plus, on va dire. Vous voyez que là, on a une perte de 6 dB et demi, 7 dB. Okay. Donc, c'est vraiment des câbles très, très performants, mais qui nécessitent certaines contraintes. Alors, je rappelle d'ailleurs, c'est important de savoir que le diamètre de ces 2 câbles, par exemple LMR 400 et Ecoflex 15, voire RG8, certaines versions de RG8, il est très difficile d'y monter directement des connecteurs BNC. Et souvent, on est obligé de monter des prises N, connecteurs plus chers, et éventuellement faire une petite longueur pour faire le passage de la prise N à la prise BNC pour connecter ça sur nos émetteurs, nos récepteurs ou nos antennes. Et ce sont des câbles assez rigides. Et les câbles sont assez rigides. Donc souvent, Ecoflex 15, tous ces câbles-là, on les réserve plus pour l'installation fixe, mais qu'on peut, dans certains cas, les utiliser en touring. Mais ça nécessite, d'abord, ils sont lourds, chers, et assez difficile à manipuler. Je vois qu'il y a une petite question, semble-t-il. Nous parlons bien ici d'une perte en milliwatts. C'est une perte en dB, c'est pas une perte en milliwatts, c'est une perte en dB en puissance, effectivement. Mais sauf que là, on ne précise pas, parce que qu'on injecte des watts, des milliwatts, ou on ne va pas dire des mégawatts, parce que certains ne le supporteraient pas, la perte en dB, c'est une perte en dB en puissance par rapport à la puissance que l'on injecte dans le câble. Donc si j'injecte 1 watt et que je perds 10 dB, eh bien 1 watt moins 10 dB, qu'est-ce qu'on récupère ? On récupérera plus que 100 milliwatts, puisque 1 watt c'est 30 dB, on va y revenir. Sinon ça va tout vous embrouiller. Donc qu'on injecte 1 watt ou 10 milliwatts, si notre câble perd 10 dB, il perd 10 dB. Donc 1 watt, on se retrouvera avec 100 milliwatts à l'arrivée. Et si je mets 10 milliwatts, je me retrouverai avec 1 milliwatt à l'arrivée. On perdra toujours 10 dB. Quelle que soit la puissance qu'on injecte, on perdra toujours 10 dB. Donc 10 dB, c'est 10 dB. Voilà. Donc c'est vraiment l'atténuation que le câble va engendrer par rapport à la puissance qu'on va injecter dedans. Ok, j'ai une deuxième question. Ouais. Est-il important de prendre en compte les pertes liées au nombre d'utilisations du câble ainsi que sa durée dans le temps ? Alors oui, effectivement, les câbles vieillissent. Alors les connecteurs vieillissent plus vite que les câbles, surtout les connecteurs BNC qui sont des connecteurs pas très chers, mais qui vont vieillir plus vite. Donc idéalement, le câble devrait être testé assez régulièrement. Les câbles, surtout en touring, les câbles sont quand même maltraités. Et les valeurs que l'on voit ici à l'écran ne seront pas celles, après 5 ou 6 ans d'utilisation intensive, certainement que le câble aura baissé en performance et va générer des pertes plus importantes. Maintenant, il est difficile de savoir comment le câble va évoluer dans le temps. Ça va dépendre des marques, des qualités de fabrication. Et là, aujourd'hui, c'est très difficile. Le seul moyen de pouvoir vérifier ça, ça serait d'avoir un point HF, de pouvoir mesurer le câble donc en
en dynamique, c'est-à-dire qu'en injectant une fréquence, on aura un gêné dont on sait, on a un niveau de référence que l'on injecte dans le câble, on mesure à la sortie pour une fréquence donnée, on a la bac et on va pouvoir en déduire la différence et qu'est-ce que le câble a perdu dans le temps. Donc l'idéal, évidemment, ça sera de surveiller ça, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Et tout le monde n'est pas équipé avec le matériel adapté à mesurer en HF la perte d'un câble. Comme on va pouvoir le voir d'ailleurs dans le tableau suivant, qui sont les différentes références que Shure propose. Du plus petit câble, du petit strap de 60 cm qu'on retrouve fourni avec tous les systèmes de micro HF ou de Air Monitor qui vont vous permettre de faire les petits straps de connexion avec votre distributeur d'antenne, avec votre combineur, de reporter les antennes en face avant de votre appareil. Voilà, donc là on est sur du RG58 simple et vous voyez qu'à 600 mégas, c'est un câble qui perd 0,2 dB. Là, ce sont des valeurs qui ont été mesurées. Donc, ce n'est pas basé sur la bac du fabricant Belden, référence 8262, mais ça a été mesuré. Donc, c'est-à-dire après certissage des BNC. Donc, on va avoir un câble 1,4 m. On voit que sur les premières petites longueurs, jusqu'à 3 mètres, on est sur du RG58. Dès qu'on va passer sur des longueurs intermédiaires, 7 mètres 50, 15 mètres, on voit qu'on est passé sur un câble un peu plus performant, le RG8X, et on a ici en regard les valeurs que l'on perd. Donc, vous voyez, le câble de 7 mètres 50, vous pouvez... quand même 2 dB. 2 dB et demi. Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'à la limite, ce câble, quand vous l'achetez, vous le récupérez chez vous, vous prenez un petit DIMO et vous marquez sur la DIMO que il fait 7 mètres 50, comme on fait sur un câble module. Hein. Mais vous pouvez aussi, du coup, avec la DIMO, vous rajoutez 2 dB et demi. D'atténuation. Du coup, comme ça, votre câble, vous savez que vous perdez 2 dB et demi. Et puis, on va voir juste après, avec les différents exemples qu'on va examiner, ça va vous permettre de pouvoir faire vos petits calculs facilement. Le 15 mètres, c'est le même type, RG8X, avec une perte d'environ 5 dB. Alors, voilà, donc évidemment, si vous travaillez à 500 mégas, ça sera un petit peu moins. Si vous travaillez vers les 700, en limite haute de bande, ça sera un petit peu plus. Bon, en prenant la valeur intermédiaire, on n'est pas très très loin. Et puis sur le câble de 30 mètres, là, Shure est passé bien sûr sur le premier faible perte, RG213, qui nous permet d'avoir une perte de simplement 6 dB sur 30 mètres. Voilà. Donc là, on a fait un petit peu le tour sur les câbles coaxiaux. Et maintenant, on sait comment manipuler les puissances, les dB. On a vu les caractéristiques de nos câbles coaxiaux. On ne ferait pas un petit peu de pratique? Quelques exemples? Quelques exemples pour illustrer tout ça. Comment on procède? C'est quoi la méthode pour finalement calculer nos bilans de liaison? Alors, on va peut-être découper ça en deux. On va regarder d'abord pour les systèmes de micro HF. Ouais, et puis peut-être pour les... Et puis après, on regardera pour les Air Monitor. Hop là, pirouette, cacahuète, et voilà, notre petit micro. Pirouette, cacahuète. Alors, on va commencer par le bilan de liaison pour nos micro HF, puisqu'on va voir que ce n'est pas exactement la même chose pour les Air Monitor. Dans un cas, on va optimiser nos antennes de réception, et puis dans l'autre cas, on va regarder quelle puissance on va rayonner. Alors, voyons un petit peu, on va illustrer, on va mettre tout ça en pratique, tout ce qu'on vient de voir, histoire de bien comprendre ce qui se passe. Alors, première petite chose, je vous remets les idées au clair. On recherche l'équilibre entre les gains et les pertes. Ça, c'est un premier but, ce qu'on recherche. Plus ou moins 5 dB. On cherche un bilan le plus proche dans la fourchette moins 3 dB plus 3 dB, qui, je vous rappelle, c'est la moitié de la puissance que je vais injecter dans mon récepteur. Et si c'est plus 3, je vais envoyer dans mon récepteur le double de la puissance qui sera captée par mon antenne. Avec comme limite, effectivement, moins 5 plus 5, on essaye de rester dans cette limite, si possible. Et évidemment que pour y arriver, il faut bien connaître le type de câble coaxial utilisé. Et c'est là où c'est parfois un peu compliqué. Quand on fait de l'install fixe, on commande un câble, on sait exactement le câble qu'on utilise, mais quand on est technicien et qu'on travaille avec différents prestataires, tout le monde, les prestataires n'ont pas forcément... Les câbles sont toujours bien repérés en longueur, mais quand il s'agit d'un câble HF, évidemment, ce qu'on a besoin, c'est de savoir son type,
pour pouvoir faire son petit bilan de liaison. Si vous ne connaissez pas son type, bah, ça va être compliqué de le faire. Donc, alors, quelquefois, la sérigraphie, on voit encore la sérigraphie sur le câble et on est capable de pouvoir en déduire, retrouver la datasheet éventuellement sur Internet pour pouvoir savoir un petit peu quelle est la perte du câble. Sinon, c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué. Donc, c'est là, je m'adresse là pour le coup aux prestataires qui seraient amenés à nous suivre. Pensez à, quand vous refaites une campagne de câblage pour les HF, du coaxial, marquez-les en longueur, mais marquez-les en dB. Hein, vous savez quel type de câble vous avez acheté et commandé. Vous regardez la bague constructeur, vous décidez par exemple de mettre la valeur câble neuf à 600 mégas et vous marquez moins 6 dB. Comme ça, pour les techniciens, ça sera simple. Ils prennent un câble qui fait tant de longueur et qui fait moins 6. Et ça évite beaucoup. Moins 8, moins 3. Ça évite beaucoup de déconvenus et beaucoup de problèmes qui peuvent être... Et puis, on va gagner du temps. On va gagner du temps parce que sur le terrain, aujourd'hui, le temps, c'est de l'argent. Et voilà. Donc, ça, c'est vraiment important, évidemment, parce que si on ne connaît pas le type de câble coaxial, le bilan de liaison, on ne peut pas le faire. Ou on le fait mal. On ne va pas pouvoir le faire, surtout. On va faire un truc au pif, et au pif, c'est à nouveau pas bon. Hein. Alors, on essaye de ne pas faire au pif, si possible. Hein, parce qu'après, moi, je ne suis pas content. Bon. Allez, on s'y met. Premier exemple. Alors, on va faire un exemple avec un système à 600 MHz. On va faire simple. Donc, je vous rappelle, on va utiliser un récepteur, on va y brancher une antenne. Cette antenne, on va utiliser une antenne active avec un petit ampli intégré. Donc, on va avoir un gain d'antenne à gérer, on va avoir le gain de l'ampli à gérer et on va avoir la perte dans le câble coaxial. Alors, on va brancher son petit câble et on va utiliser, là, en l'occurrence, dans ce premier exemple, on a pris un câble RG8X de 30 mètres. J'ai fait le calcul pour vous, je me suis reporté sur le petit tableau précédent. Ce câble, il perd 8 dB et demi. Bon, alors on pourrait dire 8, on pourrait arrondir à 8, ça ne serait pas bien grave. Là-dessus, je vais y brancher une antenne directive, donc la fameuse antenne UA874 que l'on avait vue l'année dernière. Donc je vous rappelle que cette antenne elle a un gain de 7 dBi, et puis elle a un petit ampli intégré qui possède 4 réglages qu'on peut positionner à moins 6, 0, plus 6 ou plus 12. Voilà. Donc, à partir de là, on va pouvoir commencer à faire notre petit bilan de liaison. Alors, dans notre bilan de liaison, on va déjà additionner et soustraire ce qui est fixe. Qu'est-ce qui est fixe? On sait qu'on a moins 8 dB de perte dans le câble. On sait que notre antenne, elle a 7 dB de gain. Donc, le premier bilan intermédiaire, c'est moins 1,5. C'est ça. Donc, à partir de là, j'ai 4 options possibles. Je peux régler mon ampli d'antenne à moins 6, à 0, à plus 6 ou à plus 12. Alors, on va dire qu'il y a 2 réglages qui sont raisonnables, puisqu'ils vont nous permettre de rester dans l'enveloppe que l'on vise, c'est-à-dire moins 3 plus 3, ou au maximum, moins 5 plus 5. Donc là, si en première option, je peux régler mon ampli à 0. Ouais. Donc si j'applique 0 dB, mon bilan de liaison, c'est ce que j'ai trouvé juste avant. Ça correspond aux valeurs fixes. On est bien. C'est-à-dire moins 1,5. Donc moins 1,5, je suis dans ma fourchette moins 1 plus 3, c'est OK. Ouais. Bon. Alors maintenant, si je règle mon ampli différemment, si je le règle à plus 6, je fais plus 6 moins les 1,5 que j'avais avant, ça nous donne plus 4,5. On est bien aussi. On est entre moins 5 et plus 5. Ouais. Donc les deux sont possibles. Moi, je m'adresse à vous. Vous choisissez quoi, vous? Option 1 ou option 2? Alors, vous avez la petite case sondage en bas de votre fenêtre Zoom. À vous de choisir. Allez, vous avez 30 secondes pour me donner la bonne réponse. Vous aurez les sourires. On va voir qui va gagner. Moi, je connais la réponse. Tu connais la réponse, toi? Je te l'ai dit avant, non, ou pas? Non. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire, à ton avis? Plus de moins 1,5 ou plus de... Ou 4,5? Tu veux pas vendre la mèche, c'est ça, hein? Il veut pas donner la bonne réponse. Non. Il est pas sympa. Hein. J'ai le pourcentage, il y a 90% pour l'option 1. Ah, 90% pour l'option 1. Et il n'y a que 10% pour l'option 2? Exactement.
Ben, vous savez, je vais vous dire un truc. Vous avez tous gagné. Vous avez tous raison. L'option 1 et l'option 2 sont deux très bonnes réponses et sont deux bonnes réponses. Il n'y a pas de mauvaise réponse en l'occurrence. Par contre, ce qui est très important, c'est le pourquoi. Si je choisis l'option 1, je reviens en arrière, je vais choisir l'option 1. L'option 1, mon bilan de liaison est de moins 1,5 dB. Je suis dans ma fourchette. Le résultat, c'est quoi? C'est que je désensibilise mon récepteur. Je vais baisser mon bruit de fond un tout petit peu. Le signal qui arrive dans mon récepteur est un peu plus faible que ce qui est capté par mon antenne. Résultat, mon récepteur est un peu moins sensible aux interférences. Je vais perdre certainement un tout petit peu en portée maximum. Mais si je n'ai pas besoin d'aller à 200 mètres, je m'en fiche. Par contre, si je suis dans un environnement un peu pollué en HF, ça ne peut que aider mon récepteur à être stable et de ne pas intermoduler, par exemple, subir moins facilement les interférences. Donc c'est un bon choix. Mais par contre, si j'ai besoin d'aller plus loin et que je vois que dans cette position-là, je suis un peu à la limite, il me manque 10-15 mètres, ben je peux tout à fait utiliser l'option 2. Je suis dans ma fourchette. Par contre, je sais que en utilisant l'option 2, je fais remonter mon bruit de fond. Je rends mon récepteur plus sensible aux interférences, aux intermodulations. Je suis prêt. Je m'y attends. Parce que je sais que j'ai fait mon calcul de bilan de liaison. Par contre, ça va me permettre de pouvoir gagner peut-être les 10-15 mètres qui me manquent en termes de portée. Et si j'ai un problème d'interférence, je vais tout de suite aller regarder de ce côté-là. Puisque j'ai fait le calcul, je m'y attends, je suis prêt, je ne suis pas pris au dépourvu. Et c'est comme ça, s'il y a un problème, je ne cours pas dans tous les sens, façon Bénil, pour aller essayer de trouver qu'est-ce qui se passe, oui, il faut aller, je ne sais plus. Voilà, là vous l'avez calculé, vous avez fait un choix réfléchi. Je suis en négatif, je rends mon appareil plus stable, je m'en fiche, j'ai pas besoin, je dois aller à 20-30 mètres, ça me va. Et puis mon environnement HF, j'ai regardé au scanner, c'était un petit peu, il y avait quand même un peu de monde. Eh bien, je rends mon système plus stable. Je n'ai pas besoin de portée. J'ai besoin de portée, je choisis l'autre option, je vais un peu plus loin, je rends mon récepteur plus sensible aux perturbations, je suis sur le qui-vive, je sais que si ça arrive, je sais pourquoi. Parce que j'ai calculé. Donc ça va dépendre de la prestation sur laquelle on ça dépend de ce qu'on a besoin de faire. Donc si j'ai pas de contrainte de portée, eh ben, il vaut mieux baisser un petit peu la puissance et votre système sera stable. Parfait. Bravo à tous. Alors, voyons pour notre deuxième antenne, parce que là, on a regardé l'antenne A. Maintenant, on va brancher l'antenne B. Alors, dans l'antenne B, on va utiliser un RG58 de base, 15 mètres. Et on voit que sur 15 mètres, on perd 8 dB là aussi. Entre un RG8X, donc on voit que là, on est dans un rapport de 2 en termes de performance. Bon. Donc, on le réserve plutôt pour des petites longueurs, évidemment, le RG58. Et puis, parce que là, dans ma prestation, c'est intéressant de pouvoir mixer une antenne directive avec une antenne omnidirectionnelle. Ce qui est tout à fait faisable. C'est tout à fait faisable. Et je vous invite à revoir la vidéo du précédent. Tout à fait. Précédente présentation sur les antennes. Il me semble bien qu'on avait dû parler du sujet. On en parle. Et donc, là, on va mettre simplement une antenne dipôle demi-onde, celle qui est fournie avec le récepteur, montée sur un simple amplificateur d'antenne, qui est capable de vous amener un gain de 6 ou de 12 dB. On sait que l'antenne dipôle demi-onde a un gain de 2,15 dBi, mais là j'ai arrondi à 2, on ne va pas chipoter. Voilà, histoire de rendre le calcul plus simple. Alors vous allez voir que là, c'est vraiment bête comme chou pour le coup, puisque j'ai moins 8 de perte dans mon câble coaxial, mon antenne me donne 2 dB, moins 8 plus 2 égale plus 6. Bon, bah là... égale moins 6. Je mets le gain à plus 6, moins 6, ça fait 0. Alors là, on a vraiment l'équilibre parfait. Absolument. Donc là, j'ai que deux choix possibles. Je pourrais, si je mets à plus 12, bah là, je dépasse ma fourchette de moins 5, plus 5. C'est franchement déconseillé. Donc là, on n'a pas de question à se poser. On tombe pile poil sur 0, modulo les petites approximations de 0, quelques dB. Mais globalement, on est à l'équilibre parfait. Rien à dire, c'est facile.
On va passer à un autre exemple. Un deuxième exemple. Alors là, on va passer sur un autre exemple. Des combineurs, des choses comme ça. Ouais, on va complexifier un peu la chose. Imaginons que vous avez besoin de couvrir 2 zones. Alors, quand on veut couvrir 2 zones, à ce moment-là, on peut être amené à utiliser un petit coupleur passif pour pouvoir y connecter 2 antennes A et 2 antennes B. Hein, on a 2 salles un petit peu espacées, on a un hall et puis une partie extérieure, enfin ce genre de choses. Et on peut être amené à combiner 2 antennes A et 2 antennes B. Un petit plateau télé. Un petit plateau télé où il y a un petit extérieur et puis il faut que le HF il marche dehors et dedans. Ah bon. Bien. Donc là, on va cette fois, dans notre petite formulation, on va avoir le gain d'antenne, gain d'ampli, comme précédemment, la perte dans le câble coaxial, mais aussi la perte du combineur. Donc on est toujours dans un système S600 mégas et on travaille sur 2 zones. Alors première chose, j'insère un combineur sur l'entrée de mon récepteur. Donc là, je vous ai pris un petit combineur Shure UA221. C'est un combineur passif. Donc qui dit passif, vous avez une perte qu'on appelle perte d'insertion d'environ, j'ai arrondi à peu près à 3 dB, c'est la valeur. Et puis donc sur ce combineur, je vais brancher ma première antenne A. Donc je tire mon câble coaxial, voilà. Alors cette fois j'ai pris un câble un peu plus performant, un faible perte, un RG213, parce que j'ai besoin quand même d'une assez grande longueur. Donc là je le tire à 50 mètres. Donc sur 50 mètres, on va avoir une perte de 10 dB avec ce type de câble. Je vais y brancher la même antenne que j'utilisais précédemment, donc mon antenne UA874. Et puis là je vais calculer déjà mon bilan de liaison sur ma première branche. Sur ma branche, donc A1. Alors, on va retrouver exactement la même chose. On va avoir les 7 dB de mon gain d'antenne, moins les 10 dB de mon câble coaxial, moins les 3 dB du combineur, ce qui vient, ça, on ne l'avait pas précédemment, puisqu'on a ça en plus. Et puis, donc, ça nous donne un résultat de... Moins 6 dB. Moins 6, je vois rien ici. Ah oui, c'est moins 6, je confirme. C'est la lumière. Arrêtez les flashs, les journalistes. Alors, donc là, on est à moins 6. Bon, donc, ça va être facile, pour le coup. Puisque là, moins 6, je dois compenser 6 dB, j'ai juste à mettre mon ampli sur la position plus 6. Exactement. Donc là, on va avoir un bilan de liaison à 0. Là, c'est vraiment facile. Et on va regarder maintenant ce qu'il en est pour la deuxième branche, c'est-à-dire mon antenne A2, qui se trouve dans ma deuxième zone. Donc là, je vais utiliser un câble coaxial RG58 de 10 mètres, donc assez court. Donc on voit bien que le récepteur, il a été installé dans cette zone-là, dans la deuxième. Et donc sur 10 mètres, je vais perdre 6 dB. Donc on va y connecter, là encore, notre antenne Omni avec notre petit dipôle demi-onde, qui est fourni avec le récepteur, je le rappelle. Donc, on va faire le bilan de liaison pour celui-ci. Donc, première option, on va avoir donc les 2 dB de gain d'antenne, les 6 dB de perte dans notre câble coaxial, les 3 dB que l'on va avoir dans notre combineur. Moins 7 dB. Moins 7. Voilà. Heureusement qu'il est venu pour les yeux, en fait. Pour les maths, un peu. Et puis pour les maths, parce que sinon, on était tout perdu. Bon, alors, et là-dessus, donc moins 7, si je règle mon ampli à plus 6, je me retrouve à... Moins 1. Bien. Moins 1 dB. Formidable. Là, Moins 1 dB. Moins 1 dB, on est bien. On va dire que si on n'a pas besoin de porter, on stabilise. N'oublions pas qu'on injecte le bruit de fond capté par les 2 antennes dans notre récepteur à travers notre combineur. Donc là, on est bien. Notre bilan de liaison est tout à fait valable. Bien entendu, je pourrais faire autrement. Je pourrais mettre mon ampli éventuellement à plus 12. Oui. Bon, je ne vais pas vous reposer la question, on ne va pas refaire un petit sondage, puisque vous êtes fait avoir une fois. Je vous dirai la même chose. Les deux sont valables, bien entendu. Là encore, les 2 options sont valables, puisqu'on reste dans notre fourchette moins 5 plus 5, dans un cas moins 1, dans l'autre cas plus 5. Tout va bien, tout dépend de ce que vous avez besoin de faire. Est-ce que vous avez besoin d'aller loin? On va dire si l'option 2, on serait dans un gros hall parc expo et on a besoin de gagner un petit peu en portée, on est un petit peu juste, on travaillerait peut-être en positif. Mais si on est dans une petite salle et puis que là avec les antennes directives à 50 mètres, c'est pour une zone extérieure, on n'aurait pas besoin, on travaillerait à moins 1.
et ça serait très bien comme ça. Donc toujours penser Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi je le fais? à son projet du jour. Ouais. On ne fait pas les choses au pif, on fait les choses pour une bonne raison. Donc, il n'y a pas que la valeur absolue qui compte, c'est pourquoi je choisis. Comme, quand il y a deux choix possibles qui sont valables, il faut bien se poser la question pourquoi je fais telle chose et telle autre, et quelles sont les conséquences dans un cas, quelles sont les conséquences dans l'autre. Une perte de portée, une plus forte sensibilité aux interférences dans l'autre cas. Voilà. Il faut avoir ça à l'esprit. Donc voilà pour illustrer le bilan de liaison pour la partie microphone. Ce serait bien qu'on fasse la même chose sur les ear monitors. Bah voilà. Parce que c'est un sujet aussi très important. Le ear monitor, dans le live, la problématique évidemment, elle est un petit peu différente, puisque là, ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'est-ce que j'émets comme puissance? Est-ce que j'émets la puissance nécessaire et suffisante pour assurer ma prestation, sachant, comme je vous le rappelle, le récepteur, dans le cas d'un ear monitor, le récepteur est à même le corps, et le corps humain absorbe déjà entre 20 et 30 dB. Donc évidemment que cette énergie, cette énergie qui est absorbée, elle doit être compensée à l'émission. C'est pour ça que souvent on a besoin de plus de puissance rayonnée avec des ear monitors qu'avec des microphones. Donc ça se pense différemment. Ça se pense un petit peu différemment. Alors on va partir de notre base. Je vous ai pris un émetteur PSM 1000 que j'ai réglé sur 50 mW. Et puis ici, le bilan de liaison à opérer. Donc on va avoir notre puissance d'émetteur en milliwatts, et puis on va avoir notre gain d'antenne en dB et notre perte de coax en dB. Tu vas mélanger des dB et des milliwatts là. Bah, ça va être difficile. Hein. On va pas mélanger pas mélanger des carottes et des patates. Hein. Comment veux-tu additionner des milliwatts et des dB? C'est pour ça que tu as fait les rappels sur les décibels tout à l'heure. Voilà. C'était compliqué. C'est pour ça qu'on revenir dans les fondamentaux. Non, mais le truc, il a été pensé quand même. Effectivement. C'est pour ça qu'on a fait un petit tableau. Ouais. D'où le petit tableau pense-bête, pour pouvoir pif, paf, 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 passer des milliwatts au dB, des dB au milliwatts. Parfait. Parce que là, effectivement, dans le cadre du ear monitor, votre émetteur, vous le réglez en milliwatts, mais votre coax, il perd des dB, et votre antenne, elle gagne ou elle perd des dB. Et on ne peut pas mélanger des carottes et des patates. Il n'y a rien à faire. On peut essayer. En purée, je veux bien, mais pas en HF. Bon, alors, donc comme on ne va pas s'occuper de purée, alors vous voyez, donc, bon, je suis hyper sympa, je vous ai quand même facilité le truc, je vous ai converti les 50 mW en 17 dBm. Hein, c'est pas un hasard si on avait pris l'exemple. C'est pas un hasard si on avait pris cet exemple-là. Non. Hein, 50 mW, 17 dBm, 17 dBm, 50 mW, on l'avait fait, histoire de bien répéter que ça imprime, et comme ça, quand on arrive là, paf, tac, finger in the nose. Bon. Alors, je branche mon petit câble. Donc là, j'ai pris un RG58, 10 mètres, hein, raisonnable, parce que voilà, il faut que je mette mon antenne bien comme il faut, comme on m'a dit. 6 dB de perte sur une dizaine de mètres. Je vais brancher ma petite antenne. Vous connaissez la petite oreille de Mickey qui va bien, la passive log périodique hein, pour les intellos, PA805, je vous rappelle le gain de cette antenne, 6 dBi. Bon, voilà. 6 dBi. Donc, il n'y a plus qu'à mettre tout ça dans notre petit bilan de liaison et savoir qu'est-ce que je vais rayonner comme puissance. Parce que je mets 50 mW à l'entrée, mais à la sortie, j'ai quoi? On va le calculer. Eh bien, on va le calculer. Voilà. Alors, je sais qu'à l'entrée, je mets 17 dBm. Ouais. J'ai 6 dB de gain d'antenne. Ouais. Et puis, j'ai 6 dB de perte dans mon coax. Ah. Donc, mon bilan de liaison, c'est 17 dBm. Parfait. Il faudrait qu'on convertisse en milliwatts. Eh ben voilà, alors je vous l'ai fait, hein. J'ai été sympa, j'ai refait le calcul inverse évidemment, donc j'ai une puissance rayonnée de 50 mW. Ce qui veut dire que là, ce que je rayonne par mon antenne, c'est exactement, ça correspond à la puissance de sortie de mon émetteur. Là, avec ça, vous faites des portées tout à fait standards pour des scènes classiques, d'une vingtaine de mètres, bon, voilà, 20-30 mètres, ça va très très bien. Une petite voire salle, plus, hein. Mais voilà, après ça dépend de l'environnement. On n'est jamais à l'abri, et puis tout dépend. Est-ce que vous avez un système de IR non diversity comme le PSM 900 ou diversity comme le PSM 1000? Donc ça peut différer, bien entendu. Donc c'est toujours difficile d'estimer. Bon, ça va être quand même une grande partie. Ça, c'est le classique, c'est l'habituel, c'est ce qu'on fait le plus souvent. Donc maintenant, on va repartir de la même chose. J'ai toujours mon émetteur à 50 mW, donc 17 dBm, évidemment.
Et puis, cette fois, je vais utiliser un câble... RG58. Mais 2 fois plus petit. 5 mètres. J'ai débranché, j'ai pris un câble 5 mètres parce que je voulais perdre un petit peu moins. Donc là, je perds que 3 dB du coup. Tout à fait. Hein, et j'utilise la même antenne. Bon, alors là, hein, facile, vite fait. On est à 17, moins 6, plus 6 et moins 3. Cette fois, j'arrive à plus 20 dBm. Alors, hein, 17 plus 20, vous savez, hein, entre 17 et 20, je rajoute 3. Donc ça veut dire que je multiplie la puissance par... Par 2 ? Par 2. Il est trop fort. Donc ça fait 100 non, milliwatts. Non, mais franchement, Thomas, t'es hyper fort. Je lui ai dit les maths. Hein. Et donc 100 milliwatts. Ça commence à faire beaucoup. C'est mon champion. 100 milliwatts. 100 milliwatts. Voilà. Bon, alors, je vous rappelle quand même, vous voyez que c'est la couleur, c'est plus du bleu, hein, c'est du orange. 100 milliwatts, je vous rappelle, c'est pas légal. Eh oui. Ouais. Attention, c'est pas légal. Alors, quel intérêt, 100 milliwatts? Bah, c'est vrai que parfois, on a besoin de pouvoir porter un peu plus loin. Tu fais une arena, tu as un petit proscenium, il faut aller choper l'artiste, l'idole un petit peu plus loin. Il faut un petit peu plus d'énergie rayonnée. Ça. Cependant, c'est vrai que c'est pas légal. Messieurs de l'Agence nationale des fréquences, excusez-moi, je le rappelle. Mais il faut, parfois on est un petit peu contraint. Maintenant, quand on est dans le bâtiment et que donc on va pas perturber ni un émetteur de télévision ni un récepteur de télévision, et qu'on a pris soin de travailler dans un canal TNT libre dans le lieu où on va exploiter, les conséquences sont tout à fait minimes. Hein. Mais effectivement, ce n'est strictement pas légal en théorie. Alors, continuons un petit peu nos petits exemples pour illustrer tout ça. Donc toujours mon émetteur 50 milliwatts, mais cette fois on va un petit peu changer, on va changer un peu d'équipement. Donc je vous rappelle toujours 17 dBm, je prends mon petit coax, cette fois je vais prendre un RG213, parce qu'on m'a dit il faut prendre des bons câbles, des bons gros câbles, c'est bien mieux. Et puis je vais prendre un petit 15 mètres, bon parce que là j'ai besoin de faire un petit déport, bon alors je perds 3 dB sur mes 15 mètres, donc ça c'est pas mal. Et puis je vais prendre une antenne un petit peu, parce qu'on m'a dit prends cette antenne, elle est vachement bien, tout ça, ouais c'est bien. Bon alors donc le gars il a pris la petite antenne, puis en plus elle est jolie, une petite forme de dôme, tout ça. Donc c'est une antenne passive HA8091, je vous rappelle son gain, 10 dBi. Alors bah, là pareil, on va refaire notre petit exemple. Plus 17 dBm au niveau de notre émetteur, et auquel je rajoute 10 dB de gain. Hein, et puis moins 3 dB dans le câble coaxial. Donc j'arrive à 24 dBm. Comment ça fait en milliwatts tout ça? 24 dBm, c'est quoi? Bah, c'est 30 moins 6. Et on sait que moins 6, c'est divisé par 4. Attention, hein. Il n'a pas assez répété. Donc, et comme on sait que 30 dBm, bah 10 plus 10 plus 10, hein, 10 fois 100, là, c'est 1 watt. 1 watt divisé par 4. C'est 25 milliwatts. 250 milliwatts. Ouh là là. Là, ça fait on était à 2 doigts de l'incident. C'est vraiment beaucoup trop, là. Alors, bah là, on a une puissance rayonnée de 250 milliwatts. Donc là, on commence à vraiment taper fort. On est très franchement dans l'illégalité. Mais il est très facile, pensant bien faire. Et si on ne fait pas son calcul de bilan de liaison, on ne se rend pas compte qu'on émet une puissance comme ça. Et quand tu as le gendarme des fréquences qui arrive, « Oui, bonjour monsieur le technicien, nous avons découvert que vous émettez avec une beaucoup trop forte puissance. » Ah, et là, le gars, il tombe du placard, parce qu'il n'a pas fait son petit bilan de liaison, et il ne le sait pas. C'est encore une bonne raison de faire un bilan. Et puis surtout, vous avez le risque, un émetteur qui viendrait relativement près de l'antenne, à 2 mètres de l'antenne, bah, de saturer les étages du récepteur. L'artiste, il vient vous dire « Ah, j'ai des tas de décrochages, j'ai des tas de bruit dans mes oreilles. » Bah oui, parce qu'en fin de compte, vous n'êtes pas rendu compte que vous émettez beaucoup trop de puissance et vous saturez les étages HF de votre récepteur de Air Monitor. Donc, il est important de savoir faire le bilan de liaison. Bon, et alors là, maintenant, la cerise sur le bateau. OK. Là, on ouvre les vannes en grand et vous allez voir un petit peu un truc absolument étonnant. Hein, ça s'est vu nulle part. Hein. Même Elon Musk, il est jaloux. Alors, donc on va, cette fois, je mets à 100 milliwatts. Hein, j'ouvre les vannes en grand, ouais, 100 milliwatts. Allez, il m'a dit, oh, tu vas voir, si tu mets plein, ça va être super. Alors, je mets plein. Et là, je mets un RG213, 5 mètres.
au plus court. Bon, 1 dB. Et puis... Belle antenne. Je mets une antenne. Je l'aime bien parce qu'elle est jolie. Si, parce qu'elle est jolie, en fait, je l'aime bien. Jolie, elle est toute transparente, ça fait un peu film de science-fiction des années 70. Voilà, la fameuse antenne hélicoïdale passive HA8089, que vous êtes un certain nombre à connaître. Alors celle-là, c'est une antenne qui est très directive, donc il y a beaucoup de gains, 14 dBi. Alors, rentrons ça dans notre petite moulinette à bilan de liaison. Plus 20, plus 20 14, dBm, hein. plus 14, ça nous fait 34. 34 moins 1, ça nous fait 33, c'est ça? Ouais. Hein? Donc on arrive à un bilan de liaison de 33 dBm. Qu'est-ce que c'est 33 dBm? C'est 30, on sait que c'est un watt, fois 2, plus 3, fois 2. Hein? Et bien donc c'est un watt fois 2. Et donc on a une puissance rayonnée de 2 watts avec un émetteur qui ne fait que 100 milliwatts. Énorme. Alors là, je ne vous dis pas, effectivement, si vous avez besoin d'aller vraiment à l'autre bout de la forêt de Fontainebleau, je veux bien. Mais sinon, ce n'est pas franchement recommandé. C'est un peu trop. Ouais. Alors ça peut vous donner des portées de plusieurs centaines de mètres, hein, avec des puissances comme ça. Évidemment, on utiliserait ça en extérieur, mais sachez que c'est quelque chose qui est tout à fait répréhensible. Hein. J'insiste bien là-dessus. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais c'est surtout pour vous mettre vraiment en avant le fait qu'avec une puissance relativement modeste de sortie de notre émetteur, avec des antennes à gain et des câbles coaxiaux très performants de faible perte et de faible longueur, on peut être amené à rayonner des puissances très importantes sans s'en rendre compte si on n'a pas pris soin de faire le bilan de liaison. Sans bilan de liaison, on ne saura pas qu'on rayonne des puissances comme ça. Et là, sur une scène, si vous faites un zénith et que vous êtes dans ce type de configuration-là, venez pas vous étonner s'il y a des problèmes en réception sur les IR. Parce que le signal qui va être reçu par le IR monitor va dépasser le plafond qui peut encaisser et tous ces circuits d'entrée HF vont saturer et votre récepteur va dysfonctionner, générant des bruits aléatoires, des décrochages en tout genre. Enfin bref, les choses ne vont pas du tout se passer alors qu'on s'est dit, je vais mettre plus, ça sera mieux. Bah, plus, c'est pas toujours mieux. Le plus, c'est parfois l'ennemi du bien. Donc faites attention, faites un bilan de liaison. Et on va terminer par le Stade de France, par exemple. Enfin, Stade de France ou un stade, un très grand stade équivalent. Hein. Il n'y a pas que le Stade de France dans la vie. Donc voilà, c'était pour illustrer comment faire et faire le bilan de liaison en conséquence. Je veux couvrir l'intégralité du stade avec mon système de IR monitor. Alors on va dire, j'ai besoin d'apporter loin, je vais prendre une antenne directive, mais si je prends une antenne trop directive, je peux pas couvrir à gauche et à droite. Je ne peux pas tout couvrir facilement. Alors, je vous donne une astuce. Alors là, c'est cadeau, hein, ça me fait plaisir. C'est un petit truc en plus qui dépasse le cas du bilan de liaison, mais c'est, on va dire, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Hein. Alors, donc, on va voir comment d'utiliser 2 antennes en émission sur un système d'IR monitor en utilisant, par exemple, le petit combineur passif qu'on a utilisé précédemment pour couvrir 2 zones en réception micro. Donc là, je suis parti sur mon émetteur réglé à 100 milliwatts comme précédemment. Je vais y connecter sur ma sortie, sur une des sorties par exemple, mon combineur. Là, qui va rajouter du gain. Mais vous voyez que là, contrairement à la réception micro où je mettais 3 dB de perte d'insertion, là, je vais devoir ajouter 3 dB parce que la puissance que j'injecte dedans, je la divise en 2 puisque je l'envoie à gauche et à droite. Donc, dans chaque branche, il va falloir que j'intègre non seulement les 3 dB de perte d'insertion, mais les 3 dB de la puissance que je divise par 2. C'est ça. Hein, c'est logique. Là-dessus, je prends 2 petits câbles de 5 mètres, par exemple, parce que j'avais que ça, mais du RG213, de bonne facture. Donc, on sait qu'on perd 1 dB. Et je vais y connecter, par exemple, mes 2 belles antennes hélicoïdales, là encore, parce que je les aime bien, parce qu'elles sont jolies. Et je vais les angler de 90 degrés, environ à peu près. Hein, ça va être entre 70 et 90, puisque la directivité de l'antenne est un petit peu inférieure. Mais surtout, je vais prendre soin de les mettre sur le même plan horizontal, afin que les ondes émises par les 2 antennes soient isophases. Hein. Je ne vous rappelle pas ce que c'est qu'isophase. Mais voilà, elles sont synchrones.
hein, on va faire pour dire simple. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir envoyer beaucoup d'énergie de ce côté-là et de ce côté-là, vous permettre de couvrir les récepteurs qui vont se promener, par exemple quelqu'un qui fait tout le tour. Et puis quand on est au centre, évidemment, il est moins loin et les deux antennes vont contribuer, même si on est hors de l'axe de directivité principale, les deux antennes vont contribuer conjointement pour pouvoir assurer de transmettre le signal dans cette zone-là, au centre. Donc il ne nous reste plus qu'à faire le bilan de liaison d'une des branches, sachant qu'on a exactement la même chose sur la branche de gauche et sur la branche de droite. Alors, petit bilan de liaison. Donc j'ai mon émetteur qui est réglé à plus 20. J'ai mon antenne qui nous fait 14 dB. J'ai 1 dB de perte dans mon coax, comme je l'ai marqué ici. Et puis j'ai 3 plus 3, 6 dB de perte dans mon combineur. Donc mon bilan de liaison m'amène à plus 27 dBm. Donc on a vu précédemment que 27 dBm c'est 30 moins 3. Donc ça veut dire c'est 1 watt divisé par 2. C'est ça. Donc ce qui nous donne, 500 milliwatts. Et ça nous donne donc effectivement 500 milliwatts rayonnés par antenne. Ce qui veut dire que comme j'ai fait mon bilan de liaison, je vais peut-être d'abord essayer, je vais baisser la puissance de mon émetteur, je vais diviser la puissance par 2, je vais le mettre qu'à 50 milliwatts au lieu de 100. Et puis donc ça veut dire que je vais rayonner que 250 milliwatts par antenne. Et je vais voir, peut-être qu'avec 250 milliwatts, j'aurai assez. Et peut-être que si je mets mon émetteur à 10 milliwatts uniquement, on va avoir assez. Pardon, peut-être que j'aurai assez pour pouvoir couvrir l'ensemble du stade. Donc dans ces cas-là, le fait de faire le bilan de liaison, ça vous permet de dire, bon voilà, je vais partir sur la plus petite puissance, et éventuellement je monte, et voilà, je vais avoir tant de milliwatts rayonnés, ou bien 250 milliwatts, ou 500 milliwatts, et je vois ce qui va être le plus adapté. Je fais toujours attention, puisque je vous rappelle, on est dans des puissances qui sont au-delà de ce que le législateur autorise. Donc on fait bien attention de ne pas émettre dans un canal de télévision actif, et on fait bien attention à toutes ces précautions-là. Mais on sait ce qu'on fait, on sait où on va, et on sait qu'on peut avoir beaucoup de portée. Si j'ai besoin d'aller à 20 mètres et que j'obtiens 500 milliwatts de puissance rayonnée, eh bien c'est clair qu'il faut changer son fusil d'épaule. Il faut baisser les puissances, mettre des antennes avec moins de gains, ou utiliser des câbles avec un peu plus de pertes. Enfin voilà, vous savez ce que vous faites et vous savez où vous mettez les pieds. Ce qui est intéressant, c'est que finalement c'est relativement simple. C'est des plus et des moins. Voilà. C'est ça l'intérêt de ce qu'on a vu, les équations avec les logs, tout ça. Mais finalement, quand on connaît ce petit tableau, après on fait des petites règles de 3, on fait des plus 3, moins 4, moins 5, c'est des additions, ça peut presque se faire de tête sur un coin de nappe. Et résultat des cours, c'est très facile d'avoir un ordre de grandeur. Et l'ordre de grandeur, c'est toujours mieux que faire tout au pif. Absolument. Et le fait de faire le bilan de liaison, ça permet, dès le déploiement du système, d'éviter les problèmes, en tout cas de se concentrer sur d'autres problèmes s'il peut y en avoir. Exactement. On a déjà éliminé toute cette partie-là, donc en fait, tout ce qui est autre, eh bien, ça fait déjà toute cette partie-là qu'on n'aura pas besoin d'aller fourrailler, et on pourra s'occuper d'un problème d'interférence de fréquence ou quelle que soit la problématique. Mais en tout cas, toute cette partie-là, on sait qu'elle aura été saine, calculée et optimisée. Sans parler de la notion légale et du respect des puissances émises. Et éviter les contrôles inopinés et les petits problèmes liés aux puissances. Voilà. Donc, écoutez, on a terminé de faire ce petit tour d'horizon du bilan de liaison qui faisait suite à notre thème des antennes de l'année dernière. J'espère que ça vous aura plu et qu'on aura pu répondre à vos interrogations. Peut-être y a-t-il des questions supplémentaires ? Pas de questions ? Eh bien, écoutez, c'est super. On va aller prendre un petit goûter. S'il y avait des questions... N'hésitez pas, oui, petit rappel quand même, oui, effectivement. Oui. Non, parce qu'il y avait un peu. Hein. Alors, donc, n'oubliez, si vous voulez revoir, bien entendu, cette émission, vous pouvez aller sur notre page YouTube Algam Entreprise pour voir le replay d'ici quelques jours. Hein, et comme ça, vous pourrez le voir, le revoir, le re-revoir si des petits points de doute ou des petites choses sont obscures. N'hésitez pas. Et puis, pour aujourd'hui, on en a fini et on vous retrouve demain avec plaisir, demain matin, avec mon collègue Bruno Dabar qui va vous parler des systèmes, de l'écosystème des lives à l'ENENIS.
Ne manquez pas ce rendez-vous, ce sera passionnant. Voilà, je vous dis au revoir à tous et bonne soirée. À bientôt. Bon goûter d'abord. Merci Ludo. Merci Thomas de ta présence. Salut.